Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur la deuxième chaîne nationale, mais aussi sur NAL TV International. C'est 18h local du Caire. C'est le temps donc d'autres gens compris en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui en compagnie de Yara Choucha. Yara, bonsoir. Bonsoir Rémi, bonsoir tout le monde. Et voici les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi affirme que l'Égypte accordait un intérêt particulier à la mise en œuvre des partenariats avec les entités régionales et internationales. Josep Borrell affirme qu'Israël n'avait pas d'excuses pour refuser le cessez-le-feu au Liban négocié par les États-Unis et la France. Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte accorde un intérêt particulier à la mise en œuvre des partenariats avec les entités régionales et internationales afin de réaliser à la fois l'intérêt de l'État et des investisseurs. Le président s'exprimait lors de sa rencontre avec plusieurs dirigeants de géantes sociétés internationales opérant dans le secteur de l'industrie qui participent à la 3e version du Salon international annuel des industries qui se tient en Égypte. Le président el-Sisi a d'autre part affirmé que l'État tient à faire tout son mieux afin de promouvoir le secteur de l'industrie et pour encourager l'utilisation de la technologie dans l'industrie. Le chef de l'État a également souligné que l'Égypte déployait ses ultimes efforts en vue d'encourager le secteur industriel pour relocaliser les industries, propager l'usage de la technologie dans l'industrie, renforcer les petites et moyennes entreprises et augmenter la compétitivité. Le président el-Sisi a passé en revue les mesures entreprises par l'Égypte afin d'améliorer l'atmosphère de l'investissement et d'éliminer les obstacles auxquels font face les investisseurs. D'autre part, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'État portait un vif intérêt aux citoyens handicapés qu'il considérait comme un don de Dieu et que l'État a désigné pour eux la journée capable de vivre différemment pour les célébrer chaque année, qu'il s'efforçait de faciliter leur intégration dans la société dans le cours de la vie normale, y compris dans le domaine sportif. Monsieur le président Sisi s'est exprimé lors de sa rencontre avec le président du comité international paralympique, Andrew Paulson, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Achraf Sobhi, le président du comité paralympique égyptien, Dr Hossam Eddi Mustafa. Le chef de l'État a de même exprimé la volonté de l'Égypte de coopérer et de se coordonner avec le comité international, ainsi que l'engagement du gouvernement toujours travailler à l'autonomisation des athlètes paralympiques, notant que l'État égyptien avait réalisé au cours des dernières 10 années un essor sans précédent dans les infrastructures sportives en Égypte, y compris l'établissement de la ville olympique dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés, Badr Abdelati, a affirmé que la sécurité et la stabilité ne seront instaurées dans la région tant que le peuple palestinien n'a pas récupéré ses droits légitimes et tant que l'occupation israélienne persiste sur les territoires palestiniens. Cette déclaration a été faite par M. Abdelati lors de son entretien avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 tenue en Italie. M. Abdelati a réitéré que la poursuite des politiques israéliennes agressives contre le peuple palestinien a un impact désastreux sur le monde entier, notamment à la lumière de la violation israélienne de tous les droits internationaux. Le chef de la diplomatie a insisté sur l'importance de l'acheminement des aides humanitaires à la bande de Gaza, indiquant que l'Égypte accueille lundi prochain une conférence ministérielle pour discuter de la crise humanitaire à Gaza. M. Abdelati et Blinken ont examiné les derniers développements concernant le cessez-le-feu au Liban. Il a appelé à la mise en application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, soulignant l'importance de consolider l'autorité des institutions libanaises, en particulier l'armée libanaise dans le sud du pays. Toujours en marge des réunions du G7, M. Abdelati s'est réuni avec également son homologue italien Antonio Tajani. Au cours de la réunion, il a de même réitéré l'importance d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et de l'acheminement des aides humanitaires sans entrave dans la bande de Gaza. Les deux ministres ont de même discuté des derniers développements au niveau du Moyen-Orient ainsi que des relations bilatérales distinguées à tous les niveaux et de la coordination à haut niveau entre les deux pays.
Les deux responsables se sont accordés à également activer le Conseil des affaires égypto-italien pour consolider les relations entretenues entre les deux secteurs publics et privés. Dans son allocution prononcée lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 tenue pour débattre de la situation secouant la bande de Gaza et le Liban, M. Abdel Aati a souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et d'assurer l'acheminement sans condition des aides humanitaires aux Palestiniens dans la bande de Gaza. M. Abdel Aati a réitéré que l'Égypte refuse catégoriquement toute tentative visant à déplacer les Palestiniens et à entraver le travail des agences de l'ONU, dont l'UNRWA. Il a mis en garde contre la situation dangereuse dans la Cisjordanie à cause de la poursuite de la politique israélienne de colonisation. M. Abdel Aati a d'autre part abordé les derniers développements de la situation prévalant au Liban. Il a souligné la nécessité d'aboutir à un cessez-le-feu immédiat, appelant à la fin de la violation de la souveraineté du Liban et à la mise en application de la résolution 1701 du Conseil de sécurité. En marge de G7, le ministre égyptien des Affaires étrangères a de même participé à la réunion consacrée au conflit secouant le Soudan. M. Abdel Aati a souligné l'attachement de l'Égypte à récupérer la stabilité au Soudan afin de permettre au peuple soudanais de construire sa patrie et de réaliser ses aspirations. Le chef de la diplomatie égyptienne a de même souligné l'importance de préserver les institutions de l'État soudanais, de respecter sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il a aussi appelé les pays donateurs à remplir leurs engagements sur la situation humanitaire au Soudan qui souffre d'une pénurie de 75% de tous ses besoins. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, a affirmé qu'Israël n'a pas d'excuse pour refuser le cessez-le-feu au Liban, négocié par les États-Unis et la France. Borrell a appelé à mettre la pression sur Israël pour approuver la proposition de cessez-le-feu dès aujourd'hui, s'inquiétant d'avoir entendu des déclarations de ministres extrémistes du gouvernement israélien désireux de poursuivre les bombardements. À l'issue d'une rencontre avec le président du Parlement libanais, Nabih Berri, M. Borrell a déclaré qu'il ne voit qu'une seule voie possible, un cessez-le-feu immédiat et l'application intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies ayant mis fin en 2006 à la précédente guerre entre Israël et le mouvement libanais. De sa part, le ministre des Affaires étrangères libanais Abdallah Bou Habib a exprimé son espoir de parvenir à un accord de cessez-le-feu et que l'armée libanaise serait prête à déployer au moins 5000 soldats au sud du Liban dès le retrait des forces de l'occupation israélienne. Le chef de la diplomatie de G7 ont de leur côté exprimé aujourd'hui leur soutien à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et le Hezbollah, estimant qu'il était temps de parvenir à une solution diplomatique au Liban. Cette prise de position est intervenue alors que les Kabila et que également les États-Unis ont évoqué un accord proche tout en appelant à la prudence. Sur le terrain, une frappe israélienne a visé aujourd'hui un immeuble abritant des déplacés au cœur de Beyrouth, faisant au moins 3 morts, tandis que de violents raids visent la banlieue de la capitale. La frappe sur Beyrouth a visé le quartier densément peuplé de Noéri et détruit un immeuble de 4 étages abritant des déplacés ayant fui des zones bombardées par Israël, selon l'agence nationale d'information ANI. Le ministère libanais de la Santé a fait état dans un nouveau bilan de 3 morts et 26 blessés. L'armée israélienne a annoncé que 8 de ses avions avaient frappé 20 cibles à Beyrouth. Elle avait appelé peu auparavant à l'évacuation d'une vingtaine de zones dans la banlieue sud, abritant selon elle des infrastructures du Hezbollah. Dans le sud du pays, où l'armée israélienne a lancé une offensive terrestre le 30 septembre, des combats étaient en cours avec le Hezbollah. L'ONU a réitéré aujourd'hui son appel à un cessez-le-feu permanent au Liban, en Israël, mais aussi à Gaza, alors qu'une trêve pourrait être annoncée entre Israël et le Hezbollah. Le porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Jeremy Lawrence, a déclaré à la presse à Genève que le seul moyen de mettre fin aux souffrances des peuples de tous les côtés était un cessez-le-feu permanent, mais aussi immédiat sur tous les fronts au Liban, Israël et à Gaza.
Le porte-parole a ajouté que Volker Türk, le haut-commissaire aux droits de l'homme, a été gravement préoccupé par l'escalade du conflit au Liban. Il a souligné qu'au moins 97 personnes avaient été tuées dans des frappes israéliennes aériennes entre le 22 et le 24 novembre, dont 8 enfants et 19 femmes. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé aujourd'hui la mort de 11 personnes tuées dans des frappes et tirs nocturnes israéliens dans plusieurs endroits du territoire palestinien. Dans l'extrême nord, 7 maisons à Beit Lahia. Dans le centre de la bande de Gaza, 2 personnes ont trouvé la mort blessées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. L'Ukraine a dit aujourd'hui avoir été visée dans la nuit par une attaque record de drones russes en pleine escalade de la guerre et des menaces de Vladimir Poutine. Et ceci s'est déroulé après son recours à un missile capable de transporter une charge nucléaire et de frapper partout en Europe. Et voici les détails. De retour en Égypte, où le ministre des Finances Ahmad Kojok a souligné l'attachement de l'Égypte à diversifier les instruments et les marchés du financement afin d'élargir la base des investisseurs et de réduire les charges des dettes. Monsieur le ministre des Finances s'est exprimé lors de la 8e session de la réunion des experts gouvernementaux et des experts du financement du développement au siège de la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, CNUCED à Genève. M. Kojok a d'autre part indiqué que l'Égypte possédait actuellement une bonne expérience dans les marchés asiatiques. Après sa réussite, offre des obligations panda, mais aussi de samouraï. Dans notre rubrique sportive et dans le cadre de la Ligue des champions de la CAF, Al-Ahli affronte en ce moment Stade d'Abidjan du Côte d'Ivoire. Al-Ahli défend son titre avec 7 joueurs blessés, l'Algérien Wissam Abou Ali, le Marocain Ashraf Dari ainsi que Karim Foued, Ali Maaloul, Mohamed Hani, Karim Nedved et Mohamed Abdallah. Notons que c'est la première confrontation directe entre Al-Ahli et Stade d'Abidjan. Les inondations suivies de glissements de terrain survenus au cours du week-end sur l'île indonésienne de Sumatra ont fait au moins 20 morts. Des crues soudaines et des glissements de terrain ont frappé 4 districts de la province de Sumatra du Nord. L'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, a annoncé dans un nouveau bilan communiqué aujourd'hui que les inondations suivies de glissements de terrain survenus au cours du week-end sur l'île indonésienne de Sumatra ont fait au moins 20 morts. Des crues soudaines et des glissements de terrain ont frappé 4 districts de la province de Sumatra du Nord, à savoir Karo, Deli Serdang, South Tapanuli et Padang Lawas. Le porte-parole de la BNPB a indiqué dans un communiqué que jusqu'à lundi soir, les sauveteurs ont réussi à évacuer 10 personnes ensevelies dans le district de Karo au nord de Sumatra et que toutes les victimes ont été retrouvées mortes. Dans le district de Karo, les sauveteurs n'excluent pas la possibilité d'autres victimes dont la disparition n'aura pas été signalée aux autorités. C'est ce qu'a indiqué le chef de l'agence locale, indiquant que la zone du glissement de terrain donne accès à des sources d'eau chaude et qu'il est donc possible que des touristes aient été touchés.
Citons que des glissements de terrain se produisent régulièrement dans le vaste archipel pendant la saison des pluies, entre novembre et avril, et le problème a été aggravé dans certaines régions par la déforestation. L'Indonésie est également une terre de volcans. En mai, au moins 67 personnes sont mortes après qu'un mélange de cendres, de sable et de pierres provenant de l'éruption du mont Marapi dans l'ouest de Sumatra s'est répandu dans les zones résidentielles, provoquant des crues soudaines. Donc c'était tout pour cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Yara. Merci Hani, merci mesdames et messieurs. Restez sur Nile TV International pour plus d'informations et de programmes. Au revoir.